Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver. Ce soir, nous accueillons Monsieur Armand Achille. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Farouk Amri, Alors, et bonsoir aux téléspectateurs d'ATV. nous nous sommes vus récemment, donc ce n'est pas une rediffusion, mais j'ai souhaité, moi, vous réinviter, plus en tant qu'observateur, parce que vous publiez des choses qui sont toujours intéressantes à lire. L'entrée de la CTG au capital de Plata, bonne chose ou pas selon vous? Vous savez, bon, on n'a pas On n'est pas dans encore, la polémique, hein, oui, une analyse. on n'a pas encore tous les éléments du dossier. Moi, ce que je crains, que ça soit un effet de com par rapport à l'incapacité qu'on a d'accompagner le projet d'industrialisation de la mine en Guyane, et notamment par rapport au projet de la compagnie minière Montagne d'Or. Parce que Haut Plata, c'est une société qui a quand même un vécu en Guyane. Elle est là depuis 2007. On peut dire que c'est une société guyanaise. Et ce n'est pas une société guyanaise, mais c'est une multinationale qui extrait de l'or qu'en Guyane. Donc c'est déjà... Ça interpelle quelque part. Parce que généralement, les multinationales, la Guyane n'est pas leur terrain de jeu exclusif. Bon, Haut Plata... Puis par définition, une multinationale travaille dans plusieurs pays. Voilà, donc les capitaux sont multinationaux. C'est une société française, mais je crois que la direction est suisse. Non, mais que la CTG rentre dans le capital, c'est bien, en termes de pilotage, de surveillance, non, mais de retour. justement, lorsqu'on n'a pas tous les éléments du dossier, rentrer dans le capital d'une société telle qu'Au Plata, si on est minoritaire, ça ne sert à rien. S'il y a des bénéfices. Non, mais parce que lorsqu'on regarde le fonctionnement un peu d'Au Plata, c'est plus une société spéculatrice. Hein. Bon, c'est peut-être son axe de projet qu'une société qui va s'investir, qui va s'investir. L'exemple que je donne, Haut Plata a les meilleurs sites répertoriés en Guyane. Vous avez c'est une information que vous nous donnez. Oui, vous avez Délice, vous avez Dorlin, vous avez Yahoo et vous avez Saint-Élie. Tout ça, c'est à Haut Plata. Tout ça, c'est sous le joug d'Haut Plata. Et aujourd'hui, elle n'a pas montré grand-chose. Et là où j'essaye d'attirer l'attention, c'est que ce qu'Haut Plata fait jusqu'au jour d'aujourd'hui en Guyane, des opérateurs miniers guyanais sont capables de le faire sur ces mêmes sites. Alors, ces sites, comment ils sont attribués? Et pourquoi des producteurs guyanais ne se sont pas positionnés? C'est un appel d'offres? C'est comment Non, ça non, se passe? Il y a une nébuleuse autour de la mine. Expliquez-nous au niveau des téléspectateurs. Il y a une entreprise guyanaise qui veut ouvrir une mine. Comment ça se passe? Qui décide? C'est au niveau des AUX, des autorisations d'exploitation, c'est-à-dire les petits permis d'un kilomètre carré. C'est une décision préfectorale, après une instruction de la DEAL et un passage en commission des mines. Et au niveau des grands permis, l'instruction c'est la DEAL et l'autorisation est ministérielle. Donc c'est le ministre de l'Industrie qui délivre les permis. Et Haut Plata est dans les bons petits papiers de la préfecture. Elle nous est montrée comme une société modèle. Bon, moi le souci que j'ai, c'est notamment sur le site Yahoo d'Orlin, où suite à un braquage, qui n'est pas de sa faute, elle a licencié le personnel. Au lieu de le répartir sur ses autres activités, elle n'a pas respecté totalement le protocole de licenciement suite à un conflit, de fin de conflit, sous couvert de l'inspection du travail. Et pourquoi les autres entreprises guyanaises n'ont pas accès ou ne sont pas positionnées sur des sites prometteurs? Il y a eu des Guyanais, notamment sur Dorlin. Il y a M. Jean Bénat, qui à l'époque, justement, avait négocié avec Guyane Nord. Et malheureusement, ça n'a pas été vu de bon oeil par l'administration française. Et à un moment donné, on l'a écarté. Et aujourd'hui, à Yahoo, Haut Plata n'y est plus. Mais Yahoo est infesté de clandestins. Et les salariés de Yahoo qui avaient subi le braquage à l'époque, 5 ans après le départ, eh bien, ils sont toujours devant les prud'hommes à réclamer leur indemnité de licenciement. Donc moi je pense qu'il faut être prudent. Et sur ces dossiers-là, sur ces enjeux-là, il faut éviter de faire de la com. Okay. Crise à l'hôpital, votre analyse?
C'est quoi? C'est un problème d'attractivité? C'est un problème de management? Parce que les médecins qui arrivent finalement démissionnent et on dit finalement on n'a pas assez de personnel parce que le territoire n'est pas assez attractif. Moi, je pense qu'il y a une première chose qu'il faut dire. La situation ne s'est pas dégradée du jour au lendemain. Sauf qu'à un moment donné, les personnes qui étaient en responsabilité n'ont pas fait ce qu'il faut. Et à côté de ça, les politiques sont restés trop silencieux. Ils ont dénoncé quand même. Ils ont parlé un peu, mais ils ont été trop silencieux parce que... et c'est le gros problème de la Guyane. On fait beaucoup d'investissements dans des grands projets ou dans des grands équipements industriels et derrière, il n'y a pas une politique de maintenance, d'accompagnement, de suivi. Donc les choses se dégradent très rapidement parce que cet hôpital, il a 30 ans. S'il avait été géré de façon rationnelle, il aurait toujours dû être au top, à tous les niveaux. Et on voit qu'aujourd'hui, d'un hôpital moderne, il y a 30 ans, puisque lorsqu'on a fermé Saint-Denis pour l'ouvrir, c'est comme ça qu'on nous l'a présenté, il est devenu pratiquement un hôpital de campagne où personne ne veut aller. Moi, ce que je dis, et par rapport à notre démographie on va venir juste après. Voilà. Bon, il faut arrêter de bricoler et attendre chaque crise pour essayer de trouver quelles mesures prendre pour rendre attractif. Parce que moi, j'ai lu une annonce d'offre d'emploi pour un médecin. Il a les 40% de plus. 3 mois de congé bonifié tous les ans. La villa, la piscine, la voiture de fonction. En termes d'attractivité, bon, concernant les conditions de vie, on peut pas faire plus. Mais c'est vrai, s'il arrive et puis que le plateau technique n'est pas à la hauteur, que lui c'est un cardiologue, mais il n'y a pas suffisamment d'anesthésistes ou il n'y a pas suffisamment d'autres praticiens dans d'autres domaines, ça va poser problème. Et il y a des solutions. Ouvrir le CHU, rapidement, l'université est déjà en place, donc c'est mettre en place le CHU, former nos médecins guyanais, et en attendant, c'est peut-être trop évident, utilisons la circulaire Touraine et faisons un partenariat avec Cuba qui ne demande que ça, puisque pour Cuba, aujourd'hui, l'exportation de médecins est le premier apporteur, la première source d'apport de devises pour l'économie cubaine, avant le tourisme. Donc on peut travailler sur cette piste, voilà, en attendant que dans 10, 15 ans, ben, on ait nos généralistes et nos spécialistes fermés au sein de notre CHU. Rapidement, une dernière question. L'immigration clandestine, qu'est-ce qu'on fait? On accueille, on régularise, on ferme les portes? Je sais que rapide, s'il vous plaît. Très rapidement, il faut être humain, c'est-à-dire pas considérer des étrangers comme étant pas des hommes, mais en même temps, on ne peut pas construire un pays si on ne maîtrise pas les entrées et les sorties. Parce qu'on parle beaucoup d'immigration, mais il y a quelque chose qu'on ne dit pas, et je parle sous couvert de défunt M. Courbet, ancien directeur de l'INSEE, et cette tendance-là est toujours vérifiée, en volume et en pourcentage, l'immigration européenne, depuis les 20 dernières années, est la plus importante en Guyane. Et personne n'en dit rien. Eh ben, c'est une information qu'on va creuser. Merci beaucoup, M. Armand Achille, d'avoir participé à cette émission. À bientôt, les amis. Tchembé, et restez fidèles.